Ah, ça fait bizarre d'être assis ici, après longtemps d'avion, et c'est un peu un changement parce que bon, je passe d'une vie à avoir un sac de backpacker sur moi et des affaires, tu vois, pas trop présentables, à avoir une chemise et assis devant toi à parler, donc ça fait bizarre, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait 16 jours maintenant que tu es rentré. Comment s'est passé ton retour chez toi? Bah, il y a un peu d'émotion, parce que c'est le retour à voir mes proches, à voir ma famille, à voir mes copains. Mais tu sais, on s'est jamais perdu de vue avec tous mes copains. On avait tout le temps des appels entre nous, une fois par semaine. Il y en a, c'était des messages, des petites attentions en likant une story sur Instagram ou en m'envoyant un message. Ça a été pour tout le monde dans ma famille et pour tous mes proches comme ça. Donc ça a été bien. Et ton départ de l'Australie? Ça a été compliqué parce que bah, on en reparlera par la suite, mais j'ai terminé un mois dans la même auberge à la fin de mon voyage. J'ai créé des super liens avec beaucoup de personnes, notamment deux, trois copains. On était dans la même chambre d'auberge. Et puis tu sais, du jour au lendemain, tu dis au revoir à tout le monde. C'est un peu comme s'il y a une vie qui s'arrêtait. Tout le monde t'attend, te fait une bise. Tout le monde en fait cale ta dernière journée pour te voir. Puis j'ai mon copain Julien qui m'a attendu jusqu'à ce que je prenne le taxi. Et c'est compliqué de dire au revoir à tout le monde. J'avais jamais eu cette sensation. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai versé ma petite larme dans la voiture pour prendre le taxi. Mais après, il y a eu des bonnes choses qui se sont passées à mon retour. Et qu'est-ce que tu as senti quand tu as retrouvé tous tes proches? Beaucoup d'émotions. J'avais pas vu ma famille depuis 7 mois, hormis mes parents, qui ont eu la chance et l'opportunité de venir me voir une semaine. J'ai eu mon meilleur ami Victor qui est venu aussi à Sydney un mois avec moi. On en reparlera par la suite, avec qui j'ai pu voyager dans beaucoup de coins du pays. Mais beaucoup d'émotions, ouais. On avait fait une surprise à ma mère. Il y a que mon père, pardon, qui était au courant. Pas beaucoup de gens dans ma famille étaient au courant, donc ma mère qui a failli faire un arrêt cardiaque, c'était drôle sur le moment. Mais du coup, voilà, j'ai retrouvé tous mes copains avec un truc simple, un barbecue, 6 gars autour d'une table, et c'était cool de manger et de discuter avec eux de ce que j'ai pu vivre. Puis je suis allé voir toutes les personnes de ma famille et tous les copains que j'avais pas vus non plus, qui n'avaient pas pu être là pour moi. Cet entretien il se fait en français, ça doit te faire tout drôle maintenant de parler français. Ouais, ça fait bizarre, c'est sûr. Les premiers jours où je suis revenu, rien que quand je suis arrivé à Paris, de devoir marcher à droite dans la rue et non plus à gauche, et devoir parler français, c'est compliqué parce que tu parles anglais H24, hormis quand tu es en auberge. Mais ça fait plaisir quand même de reparler sa langue natale, ça fait toujours plaisir. Comment s'est passée ton adaptation en Australie? C'est une culture vraiment totalement différente, t'en as pensé quoi? Ça n'a pas été facile, surtout au début où quand je suis arrivé, je parlais pas anglais, où je parlais très peu anglais. Et il faut savoir que les Australiens ont un gros accent. Quand je suis arrivé le premier jour, tout bête, hein, je descends du train et je demande bah, ma rue où c'était donc le quartier où j'habitais à Chippendale à Sydney. Et j'arrive donc dans mon auberge et je demande quelqu'un s'il peut me guider pour ma chambre. Et les mecs me regardent avec des yeux. Je me suis dit, bah, ça va être compliqué. Et au final, bah, j'ai appris l'anglais tous les jours. De vivre dans une grande ville comme Sydney, ça n'a pas été facile aussi. C'est quand tu viens de La Rochelle, d'une petite ville de 80 000 habitants, où tu as 4 ou 5 grands axes et que tu passes à une ville de 5 millions d'habitants avec la banlieue. Ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est une bonne ville qui est sécuritaire et tu peux faire beaucoup de choses. Donc j'étais dans une bonne place pour pouvoir apprendre l'anglais, pour pouvoir me développer. J'ai eu des gens qui ont été à mon écoute, et des étrangers, notamment des Allemands et des Italiens, qui ont pu me former sur mon niveau d'anglais, et je leur en remercie. Tu es resté 3 mois à Sydney, capitale, préfecture de la Nouvelle-Galles du Sud. Tu en as pensé quoi de cette ville de Sydney? Ah, c'est beau quand même. C'est beau. Comme je te disais, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai pu faire Paris, j'ai pu faire Marseille, mais quand tu pars dans un pays où la culture est totalement différente, tu le disais, ça change. Tu te retrouves avec des quartiers chinois qui sont grands, comme bah, la ville de La Rochelle où on habite. Et ouais, c'est une ville où bah, les gens se lèvent à 8 heures pour travailler, et puis à 17 heures ils sont tous au bar. Donc ça change. Et une ville où il fait très très beau, une ville où j'ai pu m'adapter. Mais c'est vrai que le changement a été radical et il a été difficile les premières semaines. Et après, il a été encore plus difficile quand je suis parti de Sydney. On en parlera par la suite quand j'étais à Canberra. Ça n'a pas franchement été trop facile. Le départ, mais de vivre 2 mois dans une auberge à Sydney où tu as tout à portée de main. Sydney, c'est la facilité. Tu vas aller te baigner. Moi, je faisais Uber Eats, donc je prends mon scooter, j'ai 15 minutes pour aller à la plage. C'est top. Sydney, il fait beau souvent. Tu veux sortir. Moi, j'étais à 10 minutes du port. Donc, franchement, c'était une ville top pour beaucoup de choses. Ouais, c'était top. Il y a eu plusieurs tournants dans ce voyage. Il y a eu le mois de décembre qui a été le premier mois où tu en fait voilà, bouges un peu partout. Tu quittes ton auberge donc en ce début de mois et tu retrouves quelqu'un, ton ami d'enfance Victor, en banlieue à Parramatta, dans ce qui va devenir votre logement finalement pour un mois. Vous avez passé un mois sur place. Qu'est-ce qui t'a changé? Ça t'a changé en fait de plus être en auberge et de retrouver un truc un peu plus privé? Ouais, ça change beaucoup. Déjà, quand t'arrives, bah, t'es 8 ou 4 dans la piole. Et moi, je me rappelle, le premier soir où j'arrive, je vois des blattes, des cafards, tu sais, en bas de ton lit. Donc, déjà, ça te change. Tu te dis, bon, ça va être ça, ok.
tu te prépares et tout, et ça se passe bien. Et après, bah, 2 mois d'après, tu retrouves ton meilleur ami avec, tu as fait beaucoup de projets, tu as fait beaucoup de projets scolaires, tu as fait beaucoup de projets sportifs. Et là, c'est un nouveau truc, c'est un voyage. On avait eu l'opportunité de voyager en France tous les deux, mais à 17 000 km de chez soi, ça change. Et ouais, on arrive dans un truc privé où on fait notre lit, on a un super appart dans la banlieue de Sydney, c'est fou quoi, tu vas te le dire comme ça, c'est fou. Et c'était top, on avait tout à proximité, on avait 40 minutes de train si on voulait aller en ville, on était près des Blue Mountains, franchement c'était top de vivre ça avec lui, franchement c'était top. Il y a un souvenir qui te revient de Parramatta peut-être? Bah, de Parramatta, la banlieue où j'étais, beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Je pense qu'on avait une salle de sport privée, tu vois, tout con, on se lève à 10h, bah tu dis je vais aller faire mon tour de sport, ou j'allais faire ma course à pied derrière, on avait un parc où bah, la première fois qu'on sort tous les deux, je lui dis regarde, lève ta tête, il y a des chauves-souris. Truc con, tu vois, t'es en France, t'as pas de chauve-souris, t'as des pigeons, t'as des cacatoès, donc il y a plein de trucs qui changent. Et ouais, bah, c'est beaucoup de choses. De toute façon, l'Australie, c'est beaucoup de choses, j'ai pas que quelque chose en tête. Euh, on a évidemment préparé cet entretien et tu me disais en off que durant une semaine, vous avez décidé tous les deux de partir dans le nord du Queensland où tu as réalisé, je cite, la meilleure activité de ton voyage, ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc on fait le choix. Victor voulait vraiment aller à Cairns, il m'en avait parlé. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai vu Early Beach avec les Whitsundays où tu pouvais voler donc avec un avion privé au-dessus. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, on va à Cairns, on descend à Early Beach après. Donc on a fait tout le nord-est du Queensland. Donc on arrive à Cairns et nous, bah, on voulait tester un peu, tu vois, ce qu'il y a de bon et ce qui est australien, la nourriture australienne. Donc on arrive en plein milieu du resto et le premier truc qu'on dit, on dit on veut manger du croco. Et là, il nous sort du croco. Donc là, c'est la première anecdote un peu de ce petit voyage qu'on a fait sur une semaine. Donc déjà, on déguste un croco et c'est une putain de viande. Et après, on fait le choix du coup de partir à Early Beach. Après avoir visité Cairns, qui est une ville sans trop d'âme, malgré que l'Identry soit magnifique autour. Et on se dit, bah, on va y aller en bus. Et là, on s'est tapé 10 heures de bus. Et on n'a pas eu de la chance tous les deux, on n'était pas dans le même bus. Lui partait très tôt et moi partais après. Moi, je partais après. Et 10 heures de bus où bah, tu t'arrêtes, tu traverses des villages où il n'y a personne. Et donc après, on arrive à Early Beach. Early Beach, du coup, paradis sur terre, the heart of the reef, comme ils disent, donc le cœur du récif. Et du coup, on est arrivé là-bas et on a fait notre vol où bah, tu vois les propriétés des mecs comme Tom Cruise qui ont des propriétés dans les Whitsundays. Tu vois des propriétés donc d'en haut. Moi, je me rappelle, j'ai vu un requin quand on est passé pas loin de la barrière de corail. On est passé au-dessus avec l'avion et franchement, c'était top. C'est top parce que j'aurais jamais pensé pu faire ça et pour un moindre coût. C'était pas en euros, ça revenait à 100 euros. L'activité, franchement, pour moi, c'est la meilleure activité parce que c'est des trucs que tu vois sur Instagram et quand tu le vis toi-même, bah, c'est pas la même chose. Vous revenez sur Sydney, petite semaine de transition, tu travailles, Victor va à la plage et vous vous retrouvez en fait à fêter Noël en short, claquette et en train de faire un barbecue. Ah, ça c'est pas le. Je le dis à beaucoup de monde, c'est pas le truc que je préfère de l'Australie. C'est là où j'ai compris quand même que d'avoir tes proches avec toi, c'était quelque chose. Donc ouais, on se retrouve à aller chercher un dessert sur une pavlova. Le truc tout con, c'est le dessert du repas de Noël. Et tu te retrouves à bouffer des glaces un soir de Noël, tu vois, déjà ça c'est pas normal. Et du coup on fait notre repas, bon c'était top, j'avais pu inviter Gillian et Arnaud qui sont deux très bons copains que j'ai rencontrés à Sydney. Donc on a fait un repas ensemble convivial, mais c'est quand même compliqué quand tu changes de A à Z d'être à 35 degrés avec le coucher de soleil où tu es en débardeur euh, en train de manger, ça fait bizarre, mais bon. Le lendemain, on avait 35 degrés, on était en train de se balader, donc on peut pas cracher partout non plus. 25 décembre, donc vous avez fêté Noël au balcon. 31 décembre, ça a été une très très longue journée pour toi. L'un des plus beaux feux d'artifice du monde, tu peux nous en parler? Ouais, c'est grand, c'est grandiose. J'ai pas forcément de mots pour décrire ce truc parce que quand on était sur place, j'arrivais même pas à réaliser ce que j'étais en train de vivre. Déjà d'avoir mon meilleur ami de La Rochelle qui vient avec moi voir un feu d'artifice à 17 000 km de chez moi, j'ai encore du mal à réaliser, tu vois. De le faire avec tous mes copains de Sydney qui s'étaient déplacés. Mais ouais, on est arrivé, je crois, là-bas à 7h ou 8h du matin, tu vois, on s'était levé tôt, on attend longtemps. Et il faut savoir que bah, l'UV est très fort en Australie. Tu tournes autour de 12, 13, 14 toujours quand c'est l'été. Et donc, tu es là-dessous, tu as chaud toute la journée. Après, boum, 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 ça explose à la fin. C'est court, c'est intense. Mais heureusement qu'on a les téléphones pour filmer ça. Et voilà, j'ai envie de dire merci aux gars quand on a passé cette journée ensemble parce que c'est encore dans ma tête. Et enfin, j'ai des photos. Enfin, c'est indescriptible ce qu'on a vécu. Et je pense que ouais, c'est le plus beau feu d'artifice du monde. Janvier arrive, Victor rentre en France, tu quittes Sydney, ta bande de copains, et tu pars voyager pendant 2 mois. Ouais, c'était l'objectif un peu parce que quand tu passes 3 mois dans une ville comme Sydney, tu dis que l'Australie ça peut pas que être ça, ça peut pas que être des grosses voitures,
la plage, des gros bâtiments. Donc je me suis dit, pourquoi pas déjà partir à Canberra, qui est la capitale. Je suis descendu après dans les Alpes australiennes, les Snowy Mountains, comme on dit. Et là, j'ai vécu une bonne petite semaine où je suis monté au sommet le plus haut de l'Australie, au Mont Kosciuszko, à 2228 mètres d'altitude. C'était un objectif personnel, mais il n'y a rien d'inatteignable, 2228 mètres. Et où j'ai retrouvé d'ailleurs des Français là-bas, enfin des Franco-Australiens qui avaient fait leurs études à Angers, truc fou, donc t'en retrouves partout. C'est un peu ça l'Australie, tu retrouves des Français partout. Après, j'ai décidé de revenir à Sydney et de partir à Adélaïde avec un vol où mes mois ont continué, janvier et février ont continué de voyager. La première quinzaine de janvier, en fait, c'est un peu la fast life, t'enchaînes les déplacements. Ouais, beaucoup de déplacements pour aller de Sydney à Canberra. Donc quand Victor me quitte, je pars déjà chez des copains 3 jours parce qu'on n'avait plus de logement. Après, j'enchaîne sur un bus de 3h30 pour aller jusqu'à Sydney. Déjà qu'on avait fait 10 heures de bus, c'est en début décembre, donc j'appréhendais plus trop le truc. Donc je fais 3h30 jusqu'à Canberra. Après, je loue une voiture, je me rappelle un RAV4, avec lequel je descends jusque dans les Alpes. Ou dans les Alpes en Australie, déjà j'ai 5 degrés l'après-midi alors que c'est l'été. Donc déjà, je ne comprenais pas pourquoi j'avais loué une grosse voiture. J'ai compris après. Je remonte après du coup des Alpes où je dépose la voiture à 17h. Le lendemain à 5h du matin, j'ai un bus qui me ramène à Sydney. Je prends ensuite l'avion pour descendre à Adélaïde, où il faisait grandement chaud à Adélaïde, ville où il pleut pas beaucoup et c'était difficile de s'acclimater là-bas. Justement, tu parles d'Adélaïde, c'est à Adélaïde que tu arrives et après tu récupères donc ce fameux van qui deviendra ton compagnon de route. Ouais, pendant un mois, je crois que je le récupère le 11 janvier pour le rendre le 13 février. Et du coup, bah, je le récupère, j'arrive à Adélaïde, truc fou encore, je croise des copains d'auberge de Sydney, des connaissances avec qui j'avais passé quelques temps. J'arrive du coup à Adélaïde et après avoir passé 3 4 jours où j'essaye de visiter, malgré qu'il n'y ait pas grand chose à faire dans cette ville, je décide de prendre mon van, le van avec lequel je pars direction Kangaroo Island, une île située au sud-est, une île qui est pas forcément très cartographiée avec des routes, donc tu es vraiment à fond dans la nature, c'est ce qui me manquait, et où tu as des wallabies, tu as des koalas, tu as des kangourous et tu as des lions de mer en liberté. Donc c'est ce que je voulais, découvrir les animaux australiens en liberté. Donc après Kangaroo Island, justement, tu reviens à Adélaïde et là il t'arrive quelque chose. Il commence à m'arriver des problèmes déjà quand j'arrive sur Kangaroo Island. Le premier soir, j'ai ma porte arrière gauche qui ne se ferme pas, donc j'ai tout l'air froid qui rentre. Et c'est en Australie, en fonction de si t'es sur une île ou si t'es sur le continent, le vent est pas pareil, il fait plus froid la nuit, donc je l'ai vite senti. J'arrive du coup pour régler ça un soir. Quand je rentre sur le continent, la personne me le fait, la personne du service de location me le fait gentiment. Et après, je repars du coup, et c'est le week-end d'ouverture de la présentation du Tour d'Australie de vélo, on en parlera par la suite. Et du coup, je décide de me garer, et au bout de 2 jours, ma batterie me lâche. Et chose assez folle, parce que ma batterie me lâche, et donc moi, je me lave, tu sais, au bidon d'eau, je me le lance sur la tête, mais normalement, je fais ça dans un endroit privé, parce que j'ai pas à le montrer à des gens. Enfin, truc tout bête. Et donc là, je me retrouve à le faire sur un parking. Donc je me lave et tout, et après, je rentre dans mon truc, et je vois une voiture de directeur sportif, donc directeur sportif d'entraîneur de vélo arriver. Et je vois Mark Renshaw, donc poisson pilote historique d'une équipe du Tour de France, qui arrive. Et derrière lui, donc moi je lui demande de prendre une photo. Hi Mark, can I take picture? Et je vois qu'il est mort de rire, je me demande pourquoi. Et derrière lui, je me retourne et je vois Mark Cavendish qui arrive, donc recordman d'étape, de victoire d'étape sur le Tour de France. Et donc anecdote assez folle, je suis en short en train de me doucher sur un parking et je suis avec un de mes idoles d'enfance. Donc on parle pendant 5 minutes. Et bon, il n'était pas très rassuré quand il avait un mec sortir d'un van comme ça, mais après, en échangeant avec lui, il a été cool, on a pu passer un bon moment et c'est des souvenirs gravés. Donc justement, tu as réalisé ce rêve de faire une photo peut-être avec Mark Cavendish. Il y a un autre rêve que tu as réalisé juste après. Tu as pu suivre durant une semaine le Tour d'Owender. C'est la première course du calendrier cyclisme. Parle-en nous. Ah bah c'était top, tous les 2 jours j'alternais, je faisais un jour de déplacement où je visitais une ville et après j'allais voir pendant un autre jour une étape, j'ai pu visiter du coup la Barossa Valley, vallée historique pour le vin, ça a été une vallée minière aussi il y a longtemps en Australie, donc ça a été top où je retrouve des Français qui habitent à 100 km d'ici, tu sais, avec qui on a partagé la même passion durant 1 2 journées, on s'est retrouvé après 2 jours plus loin sur la course et j'arrive dans les derniers jours à Willonga Isle qui est où là tu trouves tout le peuple australien, je me dis, il n'y a pas grand monde qui va suivre le vélo, et si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent la même passion que toi, donc c'est cool, et ouais, de voir les coureurs tout le temps, tous les jours, de voir des directeurs sportifs du coup qui sont ouverts, les coureurs sont moins stressés qu'au Tour de France, donc franchement c'était une très très belle expérience. À la fin de ce tour, tu traverses donc le désert pour rejoindre la côte est au sud de Sydney. Tu te rapproches de Sydney sans trop y aller. Ouais, on y passe, enfin moi j'y passe, et beaucoup de copains qui avaient des vannes aimaient bien faire Jervis Bay qui est en dessous, et donc tu repasses forcément par Sydney. Donc je passe par le désert qui est au nord de Melbourne, donc Mildura, donc on est sur 1400 km entre Adélaïde et Jervis Bay, et je décide de le faire en plusieurs étapes.
Et le problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud. On arrive l'après-midi, on tourne autour de 43-44 degrés. Et le soir, on tourne de 32-33. Donc le premier soir, j'arrive à dormir. Le deuxième soir, j'arrive pas à dormir. Donc je dors sûrement 3 heures, 4 heures de mémoire. Et je m'arrête à une station essence. Je pars à 4 heures du matin. Je m'arrête, je fais le plein. Je charge de Red Bull le coffre. Et je suis parti après pour terminer la traversée parce que j'avais super chaud. Et du coup, j'arrive après sur la East Coast à Jervis Bay où il pleut. Il pleut total. Et là, je suis déçu parce que c'était un peu un paradis au sud de Sydney. Et après, je remonte. Ouais, je retrouve à Sydney, du coup, mes copains, Arnaud, Gillian, avec qui je bois un café avec Gillian. Je vais manger avec Arnaud le soir. Ça faisait plaisir de les voir parce qu'on ne s'était pas vu depuis un mois et demi. Et du coup, après, je continue ma remontée sur la East Coast. À Brisbane, tu y resteras 2 semaines. Raconte-nous ta traversée justement de la East Coast. Ben, ça se passe en plusieurs étapes. Donc, j'arrive à Sydney, tout se passe bien. Je remonte sur cette East Coast qui est pour moi un peu surcoté entre Sydney et Brisbane, parce que bah, en fait, t'es sur beaucoup de plages, beaucoup de villes, et c'est un peu le même schéma à chaque fois. Bon, je vais pas te mentir, je m'arrête tous les jours pour me baigner quand même, il fait 30 degrés, donc je m'arrête, et puis de vivre tout seul, c'était pas forcément facile quand t'étais en auberge avant, et puis bah, il m'arrive encore une petite galère quand j'arrive, du coup, pas loin de Gold Coast et de Brisbane. Un problème d'huile moteur, et moi, il faut savoir que j'étais une bille en mécanique avant de partir, je le suis toujours, je pense, mais l'Australie m'a appris un peu à développer un peu mes compétences en anglais et donc mon niveau de mécanique. Et j'arrive et j'ai un problème d'huile moteur, et donc je me retrouve à aller acheter de l'huile moteur dans un village de 300 habitants, donc pas facile. Bien sûr, quand tu sais pas faire de mécanique, bah tu mets toute la bouteille, donc je mets toute la bouteille d'huile et donc je remonte. Après, je peux repartir parce que je pouvais plus démarrer mon van. Je repars 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'arrive à Gold Coast, donc Gold Coast qui est un peu le Miami en copier-coller au sud de Brisbane, le Miami australien à 1 heure de Brisbane. Et là, patatras, je peux plus démarrer mon van. Donc à samedi après-midi, sachant qu'à Gold Coast, tu as des bus toutes les 1h30, donc c'est pas facile. Et je me retrouve à aller acheter une pompe automatique pour faire une vidange sur un parking, donc un parking devant un hôtel 5 étoiles à Gold Coast. Donc assez marrant, ouais, mais pas sur le moment. Et donc, bah, je me retrouve à faire une vidange avec une grosse flaque à la fin. Et donc, bah, heureusement, j'ai une employée municipale qui a compris un peu la galère dans laquelle j'étais, avec qui j'arrive à en parler. Et je me retrouve après à repartir sur Brisbane. Et à Brisbane, je rejoins des copains après. Et ça s'est bien terminé, mais il fallait que ça se termine au bout d'un moment parce que j'en avais un peu marre. Mais en fait, quand tu arrives à Gold Coast, en fait, les galères se poursuivent. Ouais, ça se poursuit et tu te dis ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. En plus, l'anecdote, c'est que du coup, je fais ma vidange sur le parking et à côté, il y a un van de Français. Et bah, tu sais, les Français, bah, on se critique tous entre nous, on n'est pas forcément le meilleur peuple pour ça. Et j'entends, il va jamais démarrer, il va jamais démarrer. Tu te dis, mais si je démarre pas, je reste combien de temps sur le parking, quoi? Je reste combien de temps sur le parking, des parkings payants en plus, des parkings privés d'hôtels. Et au final, j'ai pu réussir à partir, mais ouais, j'étais content d'avoir rendu le van parce qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec. Le 17 février, il y a un nouvel événement marquant dans ta vie, dans ton voyage en Australie. Tu arrives à Brisbane le 11 février et justement ta famille, tu la rejoins le 17 février. Ouais, c'est une semaine assez folle parce que bah, t'as vécu 2 mois tout seul, donc t'arrives, enfin un mois et demi tout seul. J'arrive à Brisbane, j'ai qu'une envie, c'est de faire la fête tous les soirs. Donc je retrouve un copain de Sydney, Kylian, avec qui on fait la fête tous les soirs. On a une super auberge. En plus, Brisbane, il fait jamais froid, il fait tout le temps beau, donc à la piscine tous les jours. C'est une semaine sportive, comme on peut dire. Et après, ouais, il y a le 17, il y a ma famille que j'arrive, que j'ai pas vu depuis 5 mois. Donc bah, je les attends à l'aéroport, j'attends, dur comme fer, jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et après, je les rejoins et je passe une semaine de fou avec des super locations. Et c'était trop bien de retrouver mes parents qui aient la chance de vivre ça parce que bah, c'est compliqué quand même, 17 000 km, c'est un voyage quand même qui coûte cher. Et de pouvoir vivre ça avec mes parents, avec mon oncle et ma tante de la Palmyre, c'était quand même quelque chose de fort. Émotionnellement, culturellement aussi, parce que bah, quand tes parents ils arrivent, qu'ils sont habitués à vivre en Europe, ils mangent bien et tout, bah, c'est compliqué pour eux aussi. Donc ouais, mais c'était franchement quelque chose de top. Donc tu as fait cette East Coast et tu as pu terminer la East Coast avec eux. Ouais, on avait fait une partie avec Victor, du coup on a fait le nord-est, moi j'avais fait le sud-est tout seul, et jusqu'à Brisbane, donc le mid-est. Et du coup je fais la dernière partie avec eux, on monte jusqu'à Bundaberg, et Bundaberg on arrive un soir, il n'y a pas de restaurant, et je me retrouve à manger au KFC avec toute ma famille, donc KFC qui est vraiment une chaîne de fast-food comme t'en as partout en Australie, t'en as dans tous les petits villages. Et du coup, on fait Bundaberg, on fait Fraser Island, donc qui est une île où t'as pas de route, c'est que du sable. On se retrouve à croiser des dingos, donc avec un guide qui nous fait visiter tout ça. Et ouais, on fait une super semaine où bah, je montre un peu les coutumes locales à mes parents et 35 degrés toute la semaine, comme je te disais, avec des piscines, tout ça. Franchement c'était top de vivre ça avec mon père, de faire du sport en Australie avec mon père, de pouvoir vivre des trucs comme ça avec eux.
c'était fort en émotion. Je remarque que tu parles beaucoup de la nourriture. Est-ce que la nourriture française, elle t'a manqué justement? Énormément, énormément. C'est quelque chose, j'ai pris 3 ou 4 kilos de mémoire. Et bah là, j'arrive en France, du coup, depuis 15 jours, je fais que manger parce que bah il y a plein de choses. T'as pas de fromage. Ils essayent de copier, tu sais, le fromage avec des techniques françaises, mais c'est un coût élevé. Donc, bah, si t'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent, bah tu manges pas de fromage. Donc, t'en as un peu marre du cheddar. La charcuterie, c'est pareil. La viande n'est pas forcément de qualité. Donc, ouais, je me suis retrouvé vraiment les derniers moments à manger beaucoup au fast-food. Le dernier mois à Melbourne, on était dans une rue, on l'appelait la rue de la mort, de Deer Street. Et du coup, on se retrouvait à manger au KFC, au McDo, au Burger King, au sushi, au pizzaiolo. Il y avait tout dans la même rue à Melbourne. Et en plus, quand tu fais Uber Eats, enfin, tu livres tous les jours, donc tu as envie de craquer à un moment et t'acheter un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais ouais, ça m'a manqué énormément. Puis c'est de la malbouffe tout le temps. Moi, je suis fan de donuts, tu vois, je suis fan de donuts. J'ai trouvé cette passion presque en Australie. Et t'es là, t'as envie d'aller acheter tous les jours. Je m'achetais des 30-40 $ de donuts. Quand j'étais à l'aéroport, c'était toujours devant ma porte d'embarcation. Donc, comme quand je suis allé en Tasmanie, on en parlera après. Et du coup, bah, tu craques tout le temps. Justement, ces quelques jours un peu hors du temps avec ta famille se terminent et tu décides de partir en Tasmanie. Pourquoi? Bah, c'était un des États qui me donnait envie. Tu vois, tu as beaucoup d'États que j'avais fait. Donc, il y a que 2 États que je fais pas en Australie. Donc, un État, le Western Australia, et après, je fais pas le territoire du Nord, donc un territoire indépendant. Et du coup, bah, je décide de partir en Tasmanie parce que moi, je suis fan de montagne, tu vois, comme j'ai fait le choix d'aller dans les Alpes en Australie. Du coup, je pars en Tasmanie et je me dis, bah mec, tu sais, tu vas aller là-bas, tu vas trouver du taf. J'avais des contacts là-bas et j'arrive en Tasmanie, c'est totalement mort. Donc, bah, du coup, flop un peu. Mais je me dis, bah écoute, pourquoi pas louer une voiture et visiter toute l'île. Et c'est ce que je fais. J'arrive, il fait très froid là-bas. Il fait très froid. Les après-midi, ça vacille entre 15 et 18 degrés. Et la nuit, on est entre du 5 et du 8. Donc, on n'est plus du tout dans le même climat que j'avais avec mes parents à 40 degrés. Mais j'arrive à faire des activités, j'arrive à aller dans une réserve de diable de Tasmanie. Ça, c'est fou. Tu vois Taz avec les Looney Tunes quand t'es petit et tu le vois devant toi, c'est fou. Et j'arrive à aller voir le Cradle Mountain, donc qui est des lacs avec des super montagnes qu'on compare beaucoup à l'Écosse. La Tasmanie, je visite un peu tout le sud, je visite le mont Wellington au-dessus d'Hobart et franchement c'était super dépaysant. C'est ce qu'il me fallait avant de repartir sur un nouveau projet, donc comme celui de Melbourne. Tu reviens sur le continent une semaine après à Melbourne et tu te poses pour terminer ton voyage. Ouais, ouais, c'était un peu compliqué. Du coup, comme je te disais, quand je suis arrivé en Tasmanie, j'étais là vraiment pour travailler au début. Et heureusement, le premier soir où j'arrive dans une auberge, il y a une fille qui me dit, t'es pas loin de Melbourne, pars plus vers Melbourne parce que tu vas pas trouver de travail. Moi, je l'écoute, je trouve un vol pas cher pour repartir à Melbourne à une centaine de dollars, 1 heure d'avion, et puis je me pose à Summer House, du coup, une de mes dernières auberges que je fais à Saint-Kilda, donc dans le sud de Melbourne. Donc un peu quand même loin de Melbourne pour vraiment se poser et travailler parce que vraiment j'avais plus beaucoup d'argent sur la fin de mon voyage, il fallait vraiment que je me reconcentre à travailler parce que comme tu le dis, j'avais voyagé pendant 2 mois et c'était le temps de se remettre au boulot après. Ouais. Donc te voilà à Melbourne, tu as une nouvelle auberge, tout se passe bien et là tu es en livraison je crois, il manque de peau, tu perds tous tes papiers français. Ouais, c'est très compliqué. J'ai eu la chance de pas mettre mon passeport avec moi cette soirée-là et je me remercie encore. Mais ouais, je pars, j'ai une livraison, je viens d'avoir mon scooter, c'est le premier soir où j'ai mon scooter. Donc voilà, je le teste, j'en avais déjà un à Melbourne. Parce que Uber Eats c'est facile, je me dis vas-y je vais faire ça comme travail. Et je pars du coup livrer une cliente un soir, ça se passe mal bien sûr avec la cliente. Quand c'est la mauvaise soirée, ça se passe mal tout le temps. Et puis, du coup, sa commande avait explosé à l'arrière de mon sac. Et j'avais ce qu'on appelle un lock pour la roue arrière du scoot. Je le pose dans l'herbe devant chez la cliente et je l'oublie devant chez elle. Je rentre à l'auberge le soir et je me dis, mais attends, je crois que je l'ai oublié chez ma cliente. Je pars donc hyper vite. J'avais mis tous mes papiers dans mon sac de scooter. Et la première ralentisseur, tous mes papiers sortent. Je rentre chez moi, donc compliqué. Sachant que mes parents sont encore en Australie à ce moment-là, à Sydney. Donc je me dis, est-ce que je les préviens et bah, je mets un peu la fin de leur voyage en péril. Donc je préviens que mon père. Et je dis préviens pas maman, il prévient ma mère. Donc tout le monde est prévenu. Donc c'est pas forcément la meilleure soirée que j'ai passée en Australie. Puis le lendemain, je passe à autre chose. Je me dis écoute, il y a pire, t'es en Australie, t'as rien, corporellement, physiquement. Et je me dis il y a pire. Donc je repars tout de suite à la banque le lendemain et j'ai une nouvelle carte. Ce qui m'a permis de pouvoir faire mes courses et de pouvoir manger. Et tout a repris la vie a repris son cours après. Bon alors après ça justement tu décides de venir un peu plus dans le centre de Melbourne où tu vas donc terminer ton voyage.
Ouais, je rencontre du coup Thomas et Guillaume, deux très bons copains à Summer House avec qui on passe du temps. Et on arrive le week-end du Grand Prix, donc le Grand Prix de Melbourne, où tout explose. On passe de nuit d'auberge à 40 euros, pardon, 30 à 40 euros au double. Donc on se dit que ça va du double jusqu'au triple dans le week-end. Donc on se dit qu'on va aller dans le centre, dans une auberge nulle au début, juste pour passer le week-end. Après on revient dans une autre auberge et finalement moi j'ai pas assez d'argent pour me payer un logement. Donc je décide d'aller dans l'auberge la plus rentable d'Australie, Flinders Backpackers, où j'ai terminé. Où on est dans une auberge à 500 ou 600 personnes et il y a énormément de monde. Et mes copains Thomas et Guillaume me rejoignent. Et là, on crée un groupe énorme. Mon copain Arnaud vient pour la fin de mon voyage en Australie. Il descend Il avait fait Sydney, il était parti en Nouvelle-Zélande, il me descend après me voir. Gillian descend aussi de Sydney. Donc j'avais tous mes copains avec qui on termine à Flinders. C'est ouf, j'ai fait des super connaissances plus là-bas. Et voilà, j'avais ma team, quoi. Tu vois, on avait notre chambre, on était les 4 dedans. 4 copains. Donc il y a un mec qui mettait un réveil, on se levait tous ensemble. Un peu à 14h, c'est vrai les derniers temps, mais voilà, on se levait, on faisait tout ensemble, c'était top. Donc là, tu me parles de Tim, Arnaud, Gillian, Julien, peut-être des prénoms français. Et t'as passé beaucoup de temps avec des Français. T'as réussi à nouer des liens pas avec d'autres personnes, des étrangers? Ben, quand je suis arrivé la première semaine à Sydney, à vrai dire, c'est pas forcément les Français qui sont venus vers moi. Les Français, j'avoue que dans ce pub, c'est compliqué. Ça a été compliqué aussi de m'adapter avec d'autres Français. Je traînais beaucoup avec un très bon ami avec qui j'ai encore des contacts, Paul, un Allemand de Cologne. Je traînais aussi avec Simone, des Italiens. Donc je traînais avec des Italiens et des Allemands et j'ai traîné beaucoup avec eux les premières semaines. Puis après, j'ai rencontré Arnaud, où je traînais un peu plus avec lui. Mais j'ai réussi ouais, à nouer des liens. J'en ai encore un peu du coup avec des étrangers. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la distance fait qu'après, bah, t'as plus de lien avec eux. Et l'Australie, ça va vite. D'un jour, tu peux être à Sydney comme tu peux être à Perth à l'autre. D'un jour, tu peux repartir en Nouvelle-Zélande. D'un jour, tu peux rentrer en France si t'as plus de moyens. Donc ça va très vite. C'est compliqué, mais j'ai essayé en tout cas pour développer mon anglais. Que retiens-tu de ce périple en Australie, à l'autre bout du monde, 17 000 km pour les chiffres les plus gros? Qu'est-ce que tu retiens de ce périple? Beaucoup de choses parce que sinon on n'en ferait pas un documentaire et j'aimerais pas mettre une belle trace de fin à tout ce périple. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que forcément j'avais pas énormément ou pas la meilleure maturité pour entrer sur le marché du travail avant de partir et de pouvoir passer en Australie, de pouvoir se débrouiller tout seul, les galères qui m'est arrivé comme je te racontais, de pouvoir se déplacer tout seul. Ouais, je sais pas si même moi je me serais dit tu peux le faire avant, mais écoute, j'ai commencé à me rendre compte quand même de ce que je faisais quand je suis arrivé vraiment là-bas sur place. Et voilà, et même, comme je t'ai dit, je fais pas ça forcément pour ça, mais quand tu as beaucoup de personnes qui te disent bravo pour ce que tu as fait, ou même moi, des fois, ça m'arrivait de me dire bravo, mec, quand tu te dis ça, bravo, mec, bravo, tu l'as fait, et voilà. C'est, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses qui me viennent par l'esprit, des fois aussi, c'est de la réflexion, et je suis soulagé d'être revenu, mais je suis surtout soulagé d'avoir fait cette chose-là et ce voyage. Tu es soulagé d'être revenu, mais est-ce qu'il y aura une suite? J'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite. C'est pas moi forcément qui décide de cela ou quoi. Il y a la reprise de mes études, mais en tout cas, s'il y a une suite, ça sera pas forcément en Australie, ça sera pas forcément en Océanie, mais plus sur le continent américain. Moi, j'espère qu'il y aura une suite et une suite comme ça tout seul de partir longtemps et pourquoi pas un deuxième documentaire. En un mot, un seul, comment est-ce que tu décrirais ce voyage? Courageux. Est-ce qu'on pourrait pas dire que je suis bien quand même là? Des fois je me plains, mais je me dis pourquoi je me plains. Allez, bonne journée.